Bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, nous allons faire les deux, la politique et l'économie, avec Pierre Bergerot qui sera à mes côtés pour poser des questions à François Asselineau. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le bienvenu dans Politique et Économie et nous allons commencer dans cette première partie à essayer de vous mieux connaître. Bien sûr, vous n'êtes pas absent des télévisions et c'est une bonne chose qu'on vous entende. Vous êtes inspecteur des finances. Général. Et vous êtes passé par l'ENA ? Je suis passé par HEC. HEC et ensuite par l'ENA. Voilà. Très bien. J'ai longtemps exercé le métier de professeur en prépa HEC. J'ai été membre des jurys de ces grandes écoles que je connais assez bien. Mais la question n'est pas là. C'est nous, c'est vous que nous devons connaître. Vous avez donc fait une carrière dans les cabinets ministériels et vous avez été membre alors du Conseil de Paris à l'époque de Jean Tibéri, n'est-ce pas ? Élu au Conseil de Paris, oui. Voilà. Et aussi membre du RPF au moment de son apogée, si je puis dire, de la création, de la recréation, puisque le RPF a été créé après-guerre, c'était le mouvement gaulliste, il avait disparu. Oui. Il avait été recréé après les élections européennes de 1999. Par Pasqua et Villiers. Voilà. Donc là, c'est la première fois d'ailleurs que je m'étais engagé en politique en adhérant à ce mouvement. D'ailleurs, ça m'a appris beaucoup de choses, parce que je croyais que c'était un mouvement néo-gaulliste qui avait les idées claires sur l'Union européenne. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était le monde du souverainisme. Voilà. Donc, alors le souverainisme, je vais résumer ça d'une seule façon, en reprenant une phrase que De Gaulle appliquait d'ailleurs à d'autres. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà, les souverainistes français ne savent pas ce qu'ils veulent et ne veulent pas ce qu'ils savent. Ce qu'ils savent, c'est que la construction européenne et l'euro, c'est un désastre. Et pour autant, ils n'en tirent pas la conclusion. C'est-à-dire, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils sont là, comme tout le monde, à dire qu'il faut changer d'Europe. Or, j'ai moi-même bien étudié tout ça depuis des années, vous pensez bien, et notamment quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai vu les impasses innombrables qu'il y avait sur ces questions. Et j'ai découvert que tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, partagent le même, la même idéologie. Le même tropisme. Ils sont tous pour la construction européenne, pour son principe, et ils sont tous contre le constat que l'on en tire, ce qui se passe. Et tous s'en tirent par une même pirouette qui consiste à dire il faut changer l'Europe. Alors moi j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Et pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Et pour changer les traités, eh bien, il faut l'accord de l'unanimité des États membres. C'est-à-dire maintenant 28, bientôt 27 quand le Royaume-Uni sera sorti. 27 États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Et surtout, j'ai montré dans de nombreuses conférences que c'est statistiquement absolument impossible de modifier les traités de façon substantielle. Surtout que les mêmes qui vous expliquent qu'il faut changer l'Europe ne vous expliquent jamais pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi les traités sont comme ils sont ? Alors, si les traités sont comme ils sont, c'est parce que c'est la sédimentation depuis 1957, depuis le traité de Rome, d'innombrables négociations, d'innombrables, marchandages entre les uns et les autres, qui est arrivé à cette situation, à ce château de cartes extrêmement précaire, où il a bien fallu céder des pans entiers de nos intérêts nationaux. Et donc ceux qui disent qu'ils vont changer l'Europe reviennent à dire, écoutez, on va tout recommencer à zéro et les autres pays, les avantages qu'ils avaient obtenus sur la France, cette fois-ci, ils vont nous les céder. Bon, oui, ça marche pas. Alors, donc, le dilemme sera soit sortir, soit, hypothétiquement, à l'intérieur, en modifier, récuser les commissaires. Il peut y avoir une motion de censure du Parlement sur la Commission. On en reparlera, car nous allons parler de l'Europe, bien entendu. Mais revenons à François Asselineau. François Asselineau, il crée l'Union populaire républicaine en 2007. Le 25 mars. Le jour même du traité de Rome. Voilà. Donc ça, même les pires adversaires ne peuvent le nier. J'ai créé ce mouvement politique le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, avec des statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. C'est inscrit dans les statuts de l'UPR. L'objectif étant de sortir de l'Union européenne et de l'euro. François Asselineau, pourquoi n'avez-vous pas créé votre parti plus tôt ?
sachant que la délégation de souveraineté du traité de Maastricht avait été faite 15 ans plus tôt, donc voilà, entre 92 et 2007, 15 ans, c'était quand même... Donc pourquoi aussi tard? Alors, d'abord parce que moi, je n'avais pas vocation à être un responsable politique. Moi, je n'étais pas, quand j'avais 20 ans, je m'intéressais un peu à la politique, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait. Après avoir fait HEC, j'ai préparé le concours de l'ENA. Mon objectif était de sortir au Quai d'Orsay. Mon rêve était d'être un jour ambassadeur au Japon. Voilà. Donc je n'avais pas vocation à faire de la politique. Il se trouve que je suis trop bien, si on peut dire, sorti de l'ENA. Je suis sorti vice-major. Et comme vous le savez, à ce moment-là, on peut prendre les grands corps de l'État. J'ai pris l'inspection générale des finances, qui correspondait à ma formation d'HEC. Et ensuite, comme M. Pichon le rappelait à l'instant, j'ai fait du cabinet ministériel dans le gouvernement Balladur sous la cohabitation. J'étais auprès de M. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Et puis donc de 93 à 95. Et ensuite, j'ai été dans le gouvernement Juppé 1 et Juppé 2, successivement directeur de cabinet de Mme de Panafi, ministre du Tourisme, et ensuite auprès de M. Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. Et c'est là, en voyant ce qui se passait dans les cabinets ministériels, en découvrant au jour le jour, que je me suis dit que ça n'allait pas. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment poussé à vous dire, voilà, je veux créer un parti politique parce que tout ce que je vois me dégoûte ou me déplaît? Disons que vous savez, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que la vie n'est qu'une lente désillusion. C'est-à-dire que, moi, en 1979, quand j'étais à HEC, j'étais très pro-européen. Pour les élections européennes, j'avais voté pour l'as de Mme Simone Veil. J'étais très pro-européen. En 92, déjà, j'avais changé. J'avais été très sensible à la campagne de Philippe Séguin en 92. J'avais été également très sensible au verrouillage médiatique insensé qu'il y avait eu en faveur du oui. Donc, j'avais déjà voté non. Mais après, dans les années 90, j'ai fait du cabinet ministériel. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Toutes les grandes décisions, en fait, échappent aux Français. Et on prend sciemment, en parfaite connaissance de cause, les présidents de la République, j'en ai fréquenté 2. J'ai accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Je les ai vus de près. Et je me suis dit, au plus haut niveau de l'État, on est contraint par notre appartenance à l'Union européenne à prendre sciemment des décisions dont on sait qu'elles vont nuire aux intérêts nationaux et aux intérêts de telle ou telle catégorie socio-professionnelle française. Donc je me suis dit, ça ne va pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers, parce que je me suis dit, voilà un parti néo-gaulliste qui va proposer, puisque Pasqua avait fait campagne avec Séguin, qui va proposer quelque chose de clair et net pour sortir de cette affaire. Et comme je le disais à l'instant même, j'ai découvert ce que c'était que les souverainistes, c'est-à-dire que j'ai découvert auprès de M. Pasqua et de ces gens-là que oui, on critiquait, mais on proposait toujours des choses qui n'aboutiraient à rien. Et c'est là, finalement, effectivement, en 2007, que je me suis dit, voilà, c'est un peu peut-être un pari extraordinaire. Je me suis dit, au moins, j'ai regardé sur toute la scène politique française. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, c'est ça aussi qui vous a empêché de le rejoindre. Je l'avais rencontré. Donc lui, il m'avait dit, oui, vous avez bien raison, mais il faut avancer masqué, enfin, etc. D'ailleurs, le discours de M. Dupont-Aignan depuis des années, c'est on reste dans l'Union européenne, mais on va faire l'Europe de ci, l'Europe de ça. Le Front National, par ailleurs, avec lequel je ne partageais, il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, mais même le Front National, contrairement à une légende, j'ai bien regardé les professions de foi du Front National, depuis des décennies, jamais le Front National n'a clairement proposé de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Ça fait 35 ans qu'il y a des députés Front National au Parlement européen. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro? Marine Le Pen, face à Macron, a quand même payé très cher le fait d'annoncer qu'elle était favorable à la sortie de l'euro. Oui, mais c'était toujours... D'abord, je pense... Je ne voudrais pas être comment dirais-je, désagréable. C'est après des négociations avec Bruxelles. Je pense que Mme Le Pen, d'abord, ne connaît pas bien le sujet techniquement. Deuxièmement, c'était toujours des phrases de chèvre-chou, si vous voulez. Il fallait renégocier, puis c'était à la fin, ici et ça. En fait, M. Mélenchon ne dit finalement pas autre chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous avons affaire à des gens qui disent on reste dans l'Union européenne, et puis on va renégocier. Et par ailleurs, tout ça prouve le principe même de la construction européenne. Or, moi, je suis arrivé à la conclusion que c'est le principe même de la construction européenne qui est erroné, parce que il n'est pas vrai que la France a des intérêts
vitaux, fondamentaux avec l'Estonie, la Lettonie, Chypre, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, qui seraient évidemment supérieurs à ceux qu'elle peut avoir avec le Canada, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Liban, la Syrie. Ça n'est pas vrai. Voilà. Et en disant cela, vous dites au fond qu'on ne peut pas faire un État européen et qu'il s'agit seulement d'une civilisation. Et que vous entendez bien développer des relations fortes avec d'autres pays. Vous évoquiez le Sénégal, par exemple. Avec le monde entier. Voilà. Mais alors, je posais sur ce plateau la même question à des universitaires, et alors je leur demandais. Donc pour vous, l'Europe, c'était la pensée du général de Gaulle, et viciée dès le départ. Il n'y a pas eu un moment où, par exemple, Maastricht, où elle a commencé à diverger comme un réacteur nucléaire diverge, si je puis dire. Vous pensez que c'est dès l'origine? Alors, j'ai fait une conférence sur Internet que les auditeurs peuvent aller voir parce qu'elle dure 4 heures, où j'explique, qui s'appelle « Qui gouverne la France et l'Europe ?» et où j'explique quelle a été la pensée de Gaulle dans les années 60. C'est un petit peu compliqué à comprendre. De Gaulle avait compris qu'en fait, une Europe fédérale serait forcément sous commandement américain, il l'avait dit, et lors de sa conférence de presse du 15 mai 62, il l'avait dénoncé, sans citer les États-Unis. Et ce jour-là, les ministres MRP du gouvernement ont claqué la porte. Et De Gaulle s'est retrouvé, ça on oublie toujours, il s'est retrouvé, pour qu'il ait une majorité parlementaire, il fallait absolument qu'il fasse alliance, puisque les communistes lui refusaient une alliance, il fallait qu'il fasse alliance avec l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'UDF ou le MoDem, voilà, c'est-à-dire le MRP, c'est-à-dire des pro-européens. Et donc De Gaulle s'est retrouvé de 62 à 69 dans l'obligation de rester dans ce cadre européen qui était encore balbutiant, c'était l'Europe des 6, mais qu'il a essayé de subvertir pour en faire une machinerie qui fonctionnerait en faveur de la France, d'où le traité franco-allemand de l'Élysée, qui avait vocation à couper les liens entre l'Allemagne et les États-Unis et à faire de la France le primus inter pares, le supérieur à l'Allemagne. Vous voyez que Macron vient de faire exactement l'inverse. Le contraire. On avait le traité de l'Élysée, là on a le traité d'Aix-la-Chapelle, et maintenant c'est nous qui passons sous les fourches codines de l'Allemagne. Alors nous allons faire une pause, François Asselineau, et nous allons revenir sur l'actualité. Parce que, si je vous comprends bien, au fond, la crise que nous vivons aussi en France aujourd'hui a largement ses origines dans les choix européens qui ont été faits. Alors qu'on a souvent tendance à considérer que c'est une crise franco-française et qu'elle n'a pas de source en Europe. Alors, politique et économie, aujourd'hui, François Asselineau. Alors, François Asselineau, il faudrait qu'on vous entende sur la question qui soulève, qui agite la France assez gravement, il faut bien le dire. La crise des Gilets jaunes, pour faire court, parce que la crise est profonde, elle est réelle. Mais comment la voyez-vous? Comment l'analysez-vous? Et comment, surtout, pouvons-nous espérer en sortir? C'est la question. Est-ce qu'il faut en sortir? Une crise, c'est toujours un moment décisif. Donc on en sortira forcément. Peut-être pas par le meilleur scénario. Ça, c'est vous qui nous le direz. Alors, crise, ça vient du grec, hein, crise, c'est-à-dire jugement. C'est un jugement. Oui, ça donne des critères. Voilà, exactement. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, on a un vase qui s'est rempli, et puis il y a eu l'affaire de la taxation sur l'essence, etc., qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, les Gilets jaunes, c'est qui? En fait, c'est le peuple français. Vous n'avez pas une idéologie particulière derrière les Gilets jaunes. Vous avez des Gilets jaunes qui sont de gauche, vous en avez de droite, vous en avez du centre, vous en avez qui portent des sujets sociétaux, par exemple la peine de mort, vous en avez d'autres qui portent des sujets économiques, par exemple, je sais pas, la nationalisation des banques, la suppression de l'ISF, vous en avez des troisièmes qui portent des sujets de nature constitutionnelle, le RIC, etc. En réalité, ce qui est actuellement sur la table, c'est que les Français ne supportent plus en définitive de constater, même s'ils n'osent pas se l'avouer encore très clairement, que nous sommes devenus une dictature.
Voilà. C'est-à-dire que c'est une dictature démocratique d'apparence. Ouais. On vote à droite, on vote à gauche, mais en réalité, on a toujours la même politique qui est imposée, et les Français ne comprennent pas. Et pourtant, Emmanuel Macron a joué là-dessus. Oui. Puisqu'il a fait du dégagisme, il a dit ni droite ni gauche, etc. Et il a joué sur ce besoin des Français. Oui, parce que les Français, il y a un vrai drame en France, contre lequel je lutte depuis bientôt 12 ans, depuis que j'ai créé l'UPR. C'est que la grande majorité des Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et les politiques qu'ils subissent et qu'ils rejettent. Ils sont tous là à incriminer toujours Macron, avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, ou bien c'était Valls, ou bien c'était... Ils n'ont pas encore vraiment compris que c'est l'Union européenne et l'euro qui sont à l'origine. Lors de l'élection présidentielle en 2017, j'ai été le seul candidat, je suis d'ailleurs toujours le seul, de tous les responsables politiques français, à expliquer aux Français qui veulent bien m'écouter que chaque année, la Commission européenne publie un rapport des grandes orientations de politiques économiques en vertu c'est l'application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et en vertu de ce rapport, la Commission européenne, alors c'est validé par les chefs d'État et de gouvernement, mais bon, dans la cybernétique administrative européenne, en fait, c'est bien la Commission qui prépare tout ça. Et chaque année, elle fixe à chaque État, dont la France, toute une série de mesures extrêmement précises qu'il doit faire. Par exemple, en 2015, il y avait la démolition du droit du travail. Enfin, c'est pas mis comme ça, bien sûr, mais il faut en gros aller vers la fin du CDI. Il faut commencer à privatiser la SNCF. Alors, c'est pas mis comme ça, mais c'est mis en concurrence. Il faut commencer à privatiser EDF. Il va falloir supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Il va falloir s'attaquer aux retraites, etc. Lors du 21 avril 2017, le dernier débat qui a eu lieu avant le premier tour, j'étais devant Madame Léa Salamé et devant Monsieur Pujadas. Tous vos téléspectateurs pourront aller vérifier que j'ai été le seul à le présenter. J'ai présenté un rapport. J'ai dit voilà, si ça n'est pas moi qui suis élu, voilà ce que sera la politique. Et j'ai dit moi, ce que je propose aux Français, c'est de déchirer le rapport. Allez le regarder, ça va faire 2 ans. Toute la suite des événements m'a donné raison. Et donc le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils sont en train progressivement de réaliser que, en fait, Macron, ça n'est jamais, si vous voulez, que le commandant de bord d'un avion dont le plan de vol est déjà fixé avant même qu'il prenne les commandes. C'est ça le problème. C'est une belle image, en effet. Il y a certainement de cela. Est-ce que, pour autant, on peut rejeter toute la responsabilité sur l'Europe ? Parce que Macron a été élu par des forces qui n'étaient pas spécifiquement européennes. On sait très bien le rôle de la finance. Lui-même venait du monde de la finance. On sait très bien aussi l'appui qu'il a reçu de la haute administration, que vous connaissez bien. Car comme il n'a pas beaucoup d'élus représentatifs, il n'a pas d'implantation, il est obligé de s'appuyer massivement sur la haute administration, laquelle est fortement pénétrée par la haute finance. Alors, d'abord, moi je voudrais rappeler ici, enfin c'est mon sentiment profond, que l'élection présidentielle de 2017 a été faussée. Oui. Moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Macron a eu au moins 10 fois plus de temps que moi, sans compter il a eu plus de 100 couvertures de magazines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais vous comprenez, vous n'arrivez pas à convaincre les Français. Ah bon ? Mais moi, les Français qui m'écoutent, souvent, ils sont très convaincus. Vous savez qu'actuellement, depuis l'affaire des Gilets jaunes, on a tous les jours des dizaines d'appels téléphoniques à l'UPR, au siège de notre mouvement, et beaucoup de gens qui appellent et qui disent « Je découvre M. Asselineau. Je ne le connaissais pas. » J'ai pourtant été candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que quand j'ai été candidat, vous vous rappelez ce qu'ont fait les grands médias ? Ils ont dit il y a 5 grands candidats, et il y a 6 petits. Donc déjà, pour 80% des Français qui ne s'intéressent pas spécialement aux questions de politique, les petits candidats, ils n'y ont même pas porté attention. Ils ne se sont focalisés que sur les grands candidats, les 5 qui, paraît-il, c'était Macron, Hamon, Fillon, Mélenchon et Madame Le Pen. Voilà. Et les autres, ils les ont pas regardés. Donc j'ajoute à ça que lorsqu'il y avait des débats, des commentaires sur l'élection présidentielle, il n'était jamais question de moi. De même qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, il n'est toujours pas question de notre mouvement politique, l'UPR, du fait que nous allons avoir une liste aux élections européennes. Il n'est toujours pas question du fait
que notre mouvement politique, désormais, a le site le plus consulté de tous les partis politiques français, upr.fr, que nous avons dépassé les 33 800 adhérents. Nous sommes beaucoup plus puissants que beaucoup de partis politiques dont on entend parler dans les médias. Les réseaux sociaux, pardon. Ouais, allez-y. Les réseaux sociaux attestent en effet cette montée en puissance. Ça, on le voit de façon totalement extérieure, je le constate, sur les réseaux sociaux. Depuis le 21 avril 2017, depuis plus de 21 mois, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Ni moi, ni aucun autre responsable de l'UPR n'a jamais été sur toutes les chaînes de radio et de télévision publiques. Je vois qu'il y a une dame qui s'appelle Madame Levavasseur, des Gilets jaunes, qui a eu d'un seul coup une publicité, mais sans commune mesure avec ce que j'ai jamais eu moi, alors qu'elle est sortie d'un chapeau. Asselineau, est-ce que vous redoutez cette liste de Madame Levavasseur et éventuellement d'autres candidats qui éventuellement pourraient siphonner les voix qui pourraient aller jusqu'à vous? Alors moi je pense que M. Macron est très ennuyé, parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire le marteau, c'est toute l'oligarchie qui a assuré son élection et qui maintenant lui dit de faire ce pourquoi ils l'ont élu, ils l'ont fait élire. C'est une élection qui n'a pas été vraiment démocratique, ça a été une élection médiatique. Donc maintenant, c'est un pacte faustien, vous savez, comme dans Goethe. Faust dit « je te donne le pouvoir et l'argent, mais maintenant tu es ma créature ». Donc cette oligarchie l'a catapulté à l'Élysée en manipulant les médias, puis maintenant le force à faire des choses. Et puis maintenant, il est confronté au problème des Gilets jaunes, et donc il essaye de le diluer, de le diviser pour régner. Donc on suscite la liste de M. Lalanne, on suscite la liste de Mme Levavasseur, paraît-il que Bernard Tapie, paraît-il, serait derrière, etc., etc. On fait un grand débat. Le grand débat, c'est une plaisanterie. Monsieur Macron, c'est pas un grand débat, il fait campagne. D'ailleurs, aux frais de l'État, gratuitement aux frais d'État, ce qui tombe sous le coup de la loi. Il fait campagne, c'est lui qui fait les questions et les réponses, et les gilets jaunes auxquels il est censé répondre ne sont pas admis à venir débattre avec lui, sauf 2-3 comparses qu'on a revêtis d'un gilet jaune. Donc, moi je pense qu'effectivement, monsieur Macron va tout faire pour essayer de diluer ça, avec par ailleurs des violences policières qui sont quand même sans commune mesure depuis des décennies, et pour faire peur aux gens, et peut-être qu'il va nous sortir prochainement d'un chapeau un référendum sur toute autre chose, parce que Macron, il a peur des élections européennes. Il a peur, parce que normalement, c'est le vrai sujet, c'est les élections européennes. Et nous, on y va. Il y a certaines personnes qui disent, bah, vous voulez sortir de l'Europe, pourquoi vous allez aux élections européennes? Mais c'est bien, si on parle pas de l'Europe au moment des élections européennes, quand est-ce qu'on en parlera? Et moi, ce que nous voulons faire, c'est un peu ce qu'a fait Nigel Farage pour les Britanniques. C'est-à-dire que c'est bien parce que Nigel Farage avait été élu au Parlement européen qu'il a rendu une grande notoriété à son parti politique et à l'idée de sortir de l'Union européenne. Et ça, M. Macron a peur de ça, il a peur du Brexit, il a peur, tous les européistes ont très peur de ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est pas les Britanniques qui ont le plus peur, ce sont les européistes. Ils ont peur que ça se passe très bien. Est-ce que vous pensez que cette révolte des Gilets jaunes est saine et auquel cas elle doit continuer, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'elle doit s'arrêter, et peut-être avec la démission ou le départ d'Emmanuel Macron? Alors d'abord, je pense que Macron restera accroché sur son rocher jusqu'au dernier moment. Oui. Mais ce que je pense, c'est que moi, si j'avais un conseil à donner aux Gilets jaunes, c'est de continuer avec le plus pacifiquement possible, tous les samedis, parce que ce sont des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre une grève. D'ailleurs, l'appel à la grève de la CGT n'a pas bien marché. On peut d'ailleurs se demander pourquoi la CGT appelle à la grève. Si ce n'est que peut-être pour prouver qu'il n'arrive pas à mobiliser, pour essayer de torpiller le truc. Moi, ce que je pense, c'est que les Gilets jaunes devraient s'inspirer de ce qui s'est passé au Brésil en 2015-2016, ou en Corée du Sud en 2016, parce qu'il y avait tous les samedis, au Brésil ou en Corée du Sud, en Brésil, ça a duré 1 an et demi. Il y a eu des Gilets jaunes pendant 1 an et demi. À la fin, Mme Dilma Rousseff a été destituée. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement républicain, pas de violence, ce qui veut dire aussi ne pas être infiltré parfois il peut y avoir des violences. Oui. Et qu'est-ce que vous appelez des violences? Parce qu'il y a dans les Gilets jaunes certains qui, répondant peut-être à la violence policière, se mettent à casser, ce qui permet notamment à des forces de la légitime défense, de la BAC ou de la BRI de tirer. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment rester dans un cadre très républicain, mais rester tout à fait ferme, et surtout ne pas se laisser entraîner vers des fausses sorties. Ce que Macron ne peut pas, ce que veulent en fait les Gilets jaunes, quelle que soit leur couleur, j'allais dire de politique,
ils veulent rétablir la démocratie. Ça tombe bien, c'est ce que nous, on veut. Et moi, j'explique qu'on ne pourra pas rétablir la démocratie tant qu'on restera, mais pas seulement Macron, tant qu'on restera dans l'Union européenne, dans l'euro, parce que ça nous impose toutes les politiques qui sont rejetées. Alors le Brexit, François Asselineau, est-ce qu'on va vers un hard Brexit, comme on dit en bon français Alors, moi, je pense déjà que le Brexit va avoir lieu le 29 mars, parce que je pense que pour toute une série de raisons qui seraient peut-être un peu longues d'expliquer ici, Madame Theresa May, qui d'ailleurs a été confortée, puisque la motion de censure contre elle a été rejetée, Madame Theresa May est Premier ministre, elle a toujours dit que le Brexit aurait lieu le 29 mars, qu'il faudrait qu'elle négocie l'article 50 du traité, permettrait en effet d'avoir des délais, mais on tombe très vite sur les élections européennes. Et si le Royaume-Uni n'est pas sorti au mois d'avril, il reste dans l'Union. Donc il faut lui redonner les députés, parce que nous, on passe de 73 à 76 candidats, parce qu'on a eu un reliquat. On a réparti les anciens députés britanniques entre les autres pays. Donc, non, à mon avis, le Brexit aura lieu le 29 mars. Et je pense que... Alors, sauf coup de théâtre extraordinaire, je pense qu'il n'y aura pas d'accord, ou alors peut-être un accord à minima qui permettrait notamment aux Britanniques de verser les fameux 44 milliards d'euros qu'ils ont dit qu'ils ne verseraient pas s'il n'y avait pas d'accord. Je signale d'ailleurs aux personnes qui m'écoutent que les gens qui ont peur du Brexit, ça devrait être nous. La France, bien sûr. Parce que nous, de même qu'on va passer de 73 à 79 députés, on va passer de 17 à 20% du budget. Et donc, s'il manque 44 milliards d'euros, c'est les Français qui vont peut-être être obligés de sortir 8 milliards. Est-ce que vous pensez, François Asselineau, que les difficultés que rencontre Theresa May pour appliquer son Brexit, justement, c'est une sorte de menace à l'encontre d'un éventuel Frexit, vous voyez, on a beaucoup de difficultés. En tout cas, l'Union européenne voudrait nous montrer que l'Angleterre a beaucoup de difficultés à sortir. Donc, ce serait peut-être pour nous avertir, nous Français, contre un éventuel Frexit. Alors, ce qui est vrai, c'est que les Français, qui sont à la manœuvre, puisque c'est Michel Barnier, commissaire européen, qui est d'ailleurs donné comme potentiel président de la Commission. Oui, alors, ça, c'est pas gagné. Mais enfin, pas gagné. Oui. Monsieur Macron, on fait du jusqu'au-boutisme sur cette affaire. Oui. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mme Theresa May était ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron et elle était contre le Brexit. Et compte tenu des institutions britanniques, lorsque le référendum de juin 2016 a été perdu, David Cameron a dû quitter son poste de Premier ministre, la tradition britannique, pour ne plus jamais revenir en politique. Et le parti dominant à la Chambre des communes a donc dû choisir un nouveau chef qui devient ipso facto le Premier ministre. Mais à l'intérieur des députés conservateurs, il y avait une majorité de députés contre le Brexit. Ils ont donc choisi comme nouveau Premier ministre, Mme Theresa May, qui était anti-Brexit. Elle l'était doucement, elle avait fait preuve de diplomatie, mais elle était quand même anti-Brexit. Et nous avons donc eu, pour négocier le Brexit, pendant 2 ans et demi, de part et d'autre, du côté du gouvernement britannique et du côté de la Commission, des gens qui n'en voulaient pas. Donc déjà, c'était quand même pas très bien parti pour arriver à un accord. Normalement, ce qu'il aurait fallu, si ça avait été logique, c'est qu'il y eut un gouvernement d'union nationale au Royaume-Uni avec les représentants des 52% des Britanniques qui avaient voté pour le Brexit. Donc avec des gens du UKIP, du parti de Nigel Farage, des conservateurs pro-Brexit, mais aussi des travaillistes pro-Brexit, parce qu'il y a eu 25% des travaillistes. Ça n'est pas ça. Et donc il y a eu cette espèce de vice de départ où l'on a reproché un peu au Royaume-Uni, Madame Theresa May d'être comme Pénélope dans l'Odyssée, vous savez, qui tricotait, qui faisait sa détricote surtout. Qui détricotait la nuit, ce qu'elle avait négocié le jour. Oui. Vous voyez bien que Madame Theresa May n'a pas poussé son avantage. Le résultat, c'est qu'elle a proposé un accord qui a été jugé inacceptable finalement par tout le monde. Elle a mécontenté tout le monde. Elle a mécontenté ceux qui ne voulaient pas sortir de l'UE. Elle a mécontenté aussi ceux qui voulaient en sortir, puisque le Royaume-Uni restait ad vitam aeternam. Enfin, il n'y avait pas de date limite, en tout cas, par l'affaire du backstop sur l'affaire de l'Irlande du Nord, restait assujetti au marché commun, sans pouvoir même participer aux négociations. Donc c'est ça qui n'a pas eu lieu. Et donc je pense que, sauf peut-être un accord où il resterait pendant 6 mois ou 1 an, et il peut très bien y avoir une absence d'accord total. Et alors moi j'ai regardé, je me suis intéressé, je me dis mais qu'est-ce qu'il va y avoir de si catastrophique s'il n'y a pas d'accord ? Eh bien écoutez, je cherche encore. Alors justement, la question, mais nous allons y répondre dans la 3e partie, c'est évidemment, on pense à la France. Dans l'hypothèse que vous défendez, à savoir un Frexit, qu'est-ce que ça va nous coûter ? Quelle est la balance d'utilité et la balance d'inutilité, le coût, le rapport? Tout cela, ça intéresse nos téléspectateurs et nous allons y répondre en votre compagnie dans la 3e partie.
Alors, chers amis, nous revenons de l'autre côté du Channel, puisque la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Et François Asselineau, vous nous dites que ça n'est pas une catastrophe. Pour le Royaume-Uni? Pour le Royaume-Uni. Écoutez, j'ai entendu... Pardon de vous interrompre, mais à ce même micro, le professeur Van der Broek nous avait dit la même chose. Et il nous avait dit « business as usual ». Phrase de Churchill. Oui, j'ai vu un reportage télévision qui, pour une fois, était pas mal fait, où ils avaient interviewé un viticulteur du Bordelais. Oui. Ils lui ont dit « Est-ce que vous avez peur du Brexit ?» Et ce viticulteur, notre compatriote, a dit « Écoutez, ça fait 800 ans qu'on vend du Bordeaux aux Britanniques, pourquoi est-ce qu'on arrêterait ?» Monsieur Macron, lorsqu'il a commencé son fameux grand débat à l'Italie en Normandie, il a dit devant les maires qui étaient là, il dit « Est-ce que vous vous rendez compte que dans les supermarchés britanniques, 70% des produits viennent du continent ?» Oui. Bon, et alors ? Est-ce que vous croyez qu'un producteur de cognac français, de Bordeaux, des produits de luxe ou des produits alimentaires, quand ils reçoivent une commande du Royaume-Uni, ils vont pas l'honorer? Ils vont la vendre. Monsieur. Ceux qui vont avoir un problème, c'est nous, puisque le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, on va appliquer le tarif extérieur commun de l'Union européenne au Royaume-Uni, et donc on va appliquer un taux moyen de 3% sur le whisky, par exemple. Mais les Britanniques, eux, ont tout intérêt, ils vont continuer. Monsieur Macron a dit aussi, est-ce que vous vous rendez compte, les compagnies aériennes? Mais qu'est-ce qui va se passer le 30 mars, le lendemain du Brexit, qui est à 23h, le 29 mars à 23h heure de Londres, est-ce que vous croyez vraiment que la compagnie Japan Airlines qui fait Tokyo-Londres va arrêter ses avions pour ne pas se poser? Ou la United pour aller à Birmingham? Même Air France. Il y a des plans de vol, il y a des comment dirais-je, des autorisations aériennes, des droits de trafic qui vont pas être remis en cause. Écoutez, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en Suède le 15 septembre 2003. Pendant les 9 premiers mois de 2003, on a chauffé à blanc l'opinion publique suédoise parce qu'il y avait un référendum pour adopter l'euro. Oui. On a tout dit. Ils ont dit aux Suédois, si jamais vous refusez l'euro, ça va être la catastrophe. Le président d'Ericsson, qui représente 9% du PIB suédois, a dit que toutes les entreprises s'en iraient en se pinçant le nez, à commencer par la sienne, etc. Il y a même la porte-parole du oui, qui était la ministre des Affaires étrangères, qui a été assassinée 72 heures avant. Bon, et on en a fait des montagnes. Il y a même eu un sondage Gallup qui a dit, du fait de cet assassinat, finalement, les Suédois, par hommage pour la victime, vont voter en faveur de l'euro. C'est incroyable, cette histoire. J'ai fait une conférence, allez la voir sur Internet, qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ». Les Suédois ont voté pour le maintien dans la couronne suédoise à 57% le 14 septembre 2003. Et le 15 septembre, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert leur volet, il y avait toujours le port de Stockholm et le soleil. Et le mieux encore, c'est que la couronne suédoise a commencé à s'apprécier sur la bourse parce qu'il y avait eu beaucoup de spéculateurs qui avaient spéculé sur l'effondrement. Ils avaient fait de la vente de la couronne à perte. Contre la couronne. Et puis, comme il ne se passait rien, ils ont dû faire des rachats en catastrophe. Ça a fait monter la couronne suédoise. Il a fallu que la Banque de Suède baisse les taux d'intérêt pour éviter une trop forte appréciation de la couronne. Depuis juin 2016, depuis 2 ans et demi, que les Britanniques ont voté pour le Brexit, Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, avait dit dans les semaines qui suivraient, ça serait un effondrement. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La Banque d'Angleterre a très finement laissé se déprécier la livre d'environ 10%. Depuis lors, nous, on avait un très fort excédent commercial vers le Royaume-Uni. C'est un des très rares pays de l'UE avec lesquels on avait un excédent commercial de 11,7 milliards. Il est tombé à 4. Oui, bien sûr. Voilà, ceux qui sont pénalisés là-dedans. Les grandes entreprises internationales, puisque la livre sterling vaut 10% moins cher par rapport au dollar, sont allées investir. Le taux de chômage s'est effondré. Il est tombé à 4%, c'est le plus bas depuis 1960. Comme le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la directive des travailleurs détachés ne s'applique plus, donc il y a eu un effondrement des Polonais, des Roumains qui allaient au Royaume-Uni. Résultat, tension sur le marché du travail, c'est la manque de main-d'œuvre. Donc augmentation des salaires. Voilà. Qui dit augmentation des salaires dit relance de l'économie. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien pour le Royaume-Uni, merci bien pour eux. J'ajoute qu'actuellement, M. Macron
a été jusqu'au boutiste. Il avait eu des propos délirants. Enfin, c'est pas la première fois, ni la dernière, sans doute. Mais il avait dit qu'on avait, vous vous rappelez pas, on avait l'impression qu'il allait y avoir des centaines de milliers de personnes de la City qui allaient traverser la Manche à la nage pour venir se réfugier en France. Il avait annoncé 200 à 300 000 qu'on allait accueillir. Il avait déroulé le tapis rouge. Il avait déroulé le tapis rouge. La finance viendrait s'installer à Paris. Rien ne s'est passé. Le Financial Times, qui avait annoncé lui-même 200 à 300 000 emplois perdus à la City en 2016, en juillet 2018, donc l'année dernière, 2 ans après, ils ont fait une analyse, ils sont allés voir toutes les banques de la City. Ils ont dit, bon, en fait, de 200 à 300 000 emplois perdus, ça sera peut-être 2 à 3 000. Un facteur 1000 en moins. Et puis en réalité, Google a installé son nouveau siège au Royaume-Uni. Vous avez également Boeing qui vient d'ouvrir une nouvelle usine. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le Royaume-Uni, sortant de l'Union européenne, il recouvre sa zone économique exclusive en matière halieutique, tout l'Atlantique Nord. d'exclusivité maritime. Ce sont les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer qui maintenant sont extrêmement angoissés. Voilà. C'est-à-dire que les Français ont voulu saboter, ils ont voulu punir le Royaume-Uni. En fait, ils nous ont tiré une balle dans le pied. Vous avez évoqué Boeing, qui s'installe aux îles Britanniques. Monsieur Anders, le patron de Airbus, a fait une déclaration inverse. Il vient de déclarer qu'il y avait une menace sur l'emploi et sur les usines Airbus installées en Angleterre, parce que l'Angleterre a été pionnière, elle a participé à la naissance de l'Airbus. Alors, c'est de l'intox? Qu'est-ce que... Oui, moi je pense que c'est de l'intox. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges inter-entreprises entre l'Union européenne, enfin entre les pays d'Europe continentale et le Royaume-Uni. Par exemple, en matière automobile. Alors, Madame Merkel, elle a très très peur de ce qui peut se passer, c'est avec un Brexit sans accord à cause de Mercedes. Parce que par ailleurs, le Royaume-Uni est un très gros acheteur de Mercedes-Benz. En fait, vous avez des entreprises qui font fabriquer des choses au Royaume-Uni, qui les réimportent, etc. Les grandes entreprises même n'ont pas intérêt à couper les ponts. Et puis d'ailleurs, soyons sérieux, vous me parliez du Frexit, mais le Royaume-Uni va se retrouver dans la même situation que 165 ou 160 pays du monde. Il y a 193 pays à l'ONU, il y en a plus de 160 qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. On va en Suisse, allez-y. C'est un pays tout à fait ouvert sur l'étranger, qui a une monnaie, qui se porte très bien. Alors justement, François Asselineau, ce fameux Frexit, cette sortie de la France de l'Union européenne, c'est la mesure phare de l'UPR. Évidemment, la France est un pays membre, en tout cas fondateur de l'Union européenne avec l'Allemagne. Si la France sortait de l'Union européenne, je pense en tout cas sereinement que l'Union européenne mourrait avec cette sortie. Est-ce que vous pensez, lors de cette sortie, vous concerter avec l'Allemagne, sachant que l'Allemagne est le premier bénéficiaire de l'euro? En tout cas, c'est le pays qui a le moins envie de sortir, il me semble, de cette union. Alors, ce dernier point, ça n'est pas si sûr, parce que l'euro fait bénéficier effectivement l'industrie allemande, est très bénéficiaire, et du point de vue géopolitique, l'Allemagne se retrouve au centre géopolitique et le barycentre, comme on dit en géométrie de l'Europe. Voilà, l'Allemagne est devenue, on le voit bien, les élites françaises maintenant sont retombées dans un de leurs travers coutumiers, qui est d'être à pied en admiration devant les Allemands. Mais l'Allemagne, elle est quand même très inquiète de l'évolution de l'euro, parce que, comme vous le savez peut-être, si vous avez suivi notamment nos analyses sur l'euro, l'Allemagne possède, la Bundesbank possède des milliards, plus de 950 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud. Et ils sont extrêmement inquiets que les banques centrales des pays du Sud fassent faillite. Donc l'Allemagne, elle est quand même très très ambivalente sur le sujet. Ils voudraient maintenant, en fait, vous savez, ils aimeraient bien quitter l'euro, les Allemands, parce que ça leur a beaucoup rapporté, mais il y a une menace qui pèse sur les finances publiques, allemandes. Pour ce qui concerne la concertation avec l'Allemagne, bien entendu, de toute façon, l'article 50 du traité prévoit justement une concertation. Et si la France sort de l'Union européenne, on représentera, après le départ des Britanniques, 20% de l'Union européenne. Il est assez vraisemblable, effectivement, qu'il y aura une espèce de dislocation progressive de l'Union européenne. Mais vous savez, il y a un jour après, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, la France va être toute seule. Mais non, la France va... Est-ce que vous croyez que le Royaume-Uni va être tout seul? Depuis 2 ans et demi, le Royaume-Uni a signé des quantités de traités bilatéraux en matière de commerce. Et moi, je l'ai dit au moment des élections présidentielles en 2017, j'avais dénombré 6686 traités
bilatéraux ou multilatéraux liant la France au reste du monde. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque je proposais ça aussi, c'était dénoncer 2 traités sur les 6686. Il nous resterait, par exemple, 343 traités avec l'Allemagne. Et donc, nous aurons toujours des liens avec l'Allemagne. On sera toujours membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, davantage d'ailleurs que si on reste dans l'Union européenne, parce que le projet de Macron, c'est de fourguer en fait notre siège au Conseil de sécurité. Absolument. Il faut bien comprendre, les Français ne devraient pas avoir peur de sortir de l'UE, ni de l'euro, ils devraient avoir peur d'y rester. Parce que si on y reste, c'est notre unité nationale qui est en jeu. Il faudrait parler de ce qui se passe en ce moment en Alsace avec le projet de collectivité européenne d'Alsace. Aix-la-Chapelle. Et il faut le traité d'Aix-la-Chapelle qui prévoit que désormais l'objectif de la diplomatie française, c'est de donner un siège permanent à l'Allemagne. Mais qu'est-ce que nous a donné l'Allemagne en échange? Rien. L'objectif également des Allemands, c'est d'essayer de fusionner nos forces militaires, c'est-à-dire au bout du compte d'européaniser notre force nucléaire, c'est-à-dire que tout ce qui fait de la France une grande puissance et que Charles de Gaulle nous avait légué risque d'être dilapidé. Et je voudrais m'adresser aussi aux retraités, parce qu'il y a des retraités qui disent « Oh là là, mais si on sort de l'euro, mes retraites vont être détruites. » Mais les prix augmenter. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas dit ça lorsqu'on est passé du franc à l'euro? Pourquoi il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, nos dettes vont flamber. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça lors du passage du franc à l'euro? Parce que la monnaie allait être plus forte. Parce que les médias leur avaient mis dans la tête que l'euro aurait toutes les qualités. Ils ont vu ce qu'on pouvait, ils ont vu la suite. Donc ne croyez pas ce que vous disent les grands médias. Nous proposerons aux Français des mesures absolument sûres, notamment pour les retraités, pour garantir leur retraite. Même en sortant de l'Union européenne, quant à notre dette, ça s'appelle la lex monetae, la loi sur la monnaie du pays. Nous passerons de l'euro au franc, comme on est passé du franc à l'euro. Et donc François Asselineau, pour les consommateurs, pas d'augmentation des prix, ou dites, au-delà de 3%. Oui, j'avais mis ça dans le projet de programme présidentiel. Vous savez ce qui s'est passé avec le passage à l'euro. On a eu une inflation sous-jacente qui a été maquillée d'ailleurs, qui a été considérable. Ne serait-ce d'ailleurs qu'avec le phénomène des arrondis. Nous avons prévu, quand on sortira de l'euro, de faire un euro égal à un franc. On ne va pas revenir à 6,50. Comme ça, il n'y aura pas d'arrondi. Mais soyez assurés que nous aurons une relance, parce que la sortie de l'Union européenne, c'est pas un objectif en soi, c'est pour permettre de retrouver des politiques. Ça veut dire notamment rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, de marchandises et de personnes. Parce que si on n'a pas ça... Via des barrières douanières. Bien entendu. Mais si on n'a pas ça, on va continuer à voir s'effondrer l'industrie française. Les délocalisations découlent directement de 1986, de l'acte unique européen, ensuite gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux. Or, actuellement, les pays du monde qui marchent, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, ils ont un contrôle des mouvements de capitaux. Comme nous avions un contrôle des mouvements de capitaux sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand jusqu'en 86. Si on ne revient pas sur le contrôle des mouvements de capitaux, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les entreprises de continuer à délocaliser, parce qu'il faut sortir des capitaux pour construire une usine, même au Bangladesh, et c'est également la porte ouverte à l'évasion fiscale qui nous coûte 80 à 100 milliards d'euros par an, et cette évasion fiscale est l'un des aspects les plus fondamentaux qui explique pourquoi nous n'arrivons plus à avoir un équilibre budgétaire. On incrimine toujours les dépenses de l'État, mais les dépenses de l'État, on n'arrête pas au déficit, et les 80 millions. 80 milliards, pardon. Les 80 milliards, si vous voulez, les plus grands groupes et les plus grandes fortunes organisent maintenant leur évasion fiscale de façon légale. Ça n'est plus possible. Et vous rétablirez alors le rôle de la Banque de France. La Banque de France, elle a toujours son rôle. Vous savez que c'est toujours une banque nationalisée. Elle a depuis la loi de 73 qui a été abrogée, maintenant l'article 124, il n'y a pas la possibilité de monétisation du déficit. Il faut être très prudent sur ces sujets, parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont erronées. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque de France et les autorités françaises pourront gérer le franc de la façon la plus intelligente possible pour l'économie française. Actuellement, nous avons un euro qui est coté à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutschmark et ce que serait coté la drachme grecque. Donc cet euro qui vaut, mettons, 1,15 $, on sait en France, les économistes savent,
que c'est 15% trop cher pour notre compétitivité. Le résultat, c'est qu'on dégage des déficits commerciaux tous les ans. Or, un déficit commercial, si vous y réfléchissez bien en termes économiques, ça veut dire que vous importez du travail fait ailleurs de plus que ce qui est... Donc, vous créez du chômage. En revanche, l'euro est trop faible par rapport à la compétitivité de l'économie allemande. L'Allemagne dégage des excédents commerciaux géants de plus de 280 milliards d'euros. Et elle, et bien entendu, ça favorise ses entreprises et ça favorise l'emploi en Allemagne. D'ailleurs, dans des conditions que les Français n'accepteraient pas forcément. Il faut, vous savez, on en revient, j'avais expliqué ça dans une de mes conférences qui s'appelle La tragédie de l'euro, qui est disponible sur Internet, sur YouTube. On trouve cette idée-là dans la Bible, dans le premier livre des Maccabées, en fait, à chaque peuple une monnaie. Voilà. Il faut qu'il y ait une monnaie, c'est consubstantiel à une économie et à une solidarité nationale. Regardez ce qui se passe en Grèce, la situation de la Grèce, même après plusieurs années, est toujours épouvantable, et un jour viendra où il faudra mettre fin à cette monnaie plurinationale qu'est l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire. Elles ont toutes échoué. Toujours fini par exploser. Elles ont toutes échoué dans l'histoire, oui. L'Union latine. Ah, ça c'était encore autre chose, mais c'est vrai que ça a aussi échoué. Oui. Eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci François Asselineau. Nous n'avons pas exploré tout votre programme. Il y aurait eu beaucoup de choses sur le programme, sur le plan institutionnel. Sur le plan... Mais vous reviendrez pour nous parler de votre programme. Oui, là, je voudrais simplement dire, vous avez raison, je vous remercie de le souligner. Notre programme, il y a des gens qui ont fait croire que nous étions monomaniaques, que nous voulions que sortir de l'UE et de l'euro. Non. Nous avons un programme très précis sur de quantité de choses, y compris en matière culturelle, en matière de francophonie, d'éducation, et aussi en matière constitutionnelle. Nous ne sommes pas pour la 6e République, nous sommes en revanche pour démocratiser la 5e République, avec notamment des référendums d'initiative populaire que je propose depuis maintenant de nombreuses années, mais aussi une réforme du Conseil constitutionnel, la possibilité aux Français de saisir directement le Conseil constitutionnel, des référendums aussi où le président de la République, lorsqu'il ferait un référendum, soit il s'engage personnellement et s'il est désavoué, il est démissionnaire d'office, ce que Charles de Gaulle s'était imposé, mais rien ne l'imposait. Sans que ce fût la règle. Voilà. Alors que Jacques Chirac ne l'a pas fait en 2005. Moi, j'estime que Jacques Chirac, ayant appelé à voter pour la Constitution européenne en 2005, le nom l'ayant emporté, aurait dû être réputé démissionnaire. On peut pas avoir... C'est vrai que la Constitution française donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il faut que le président de la République puisse rendre des comptes devant les Français, et pourquoi pas d'ailleurs, à partir de mi-chemin, un référendum révocatoire, pourquoi pas, moi j'y suis plutôt favorable. Merci François Asselineau. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci Pierre, et chers téléspectateurs, eh bien à très bientôt.